Il y a une interaction, en fait, que je me souviens très vivement. C'était pendant la tournée de Mix 4, puis j'avais mis une photo sur Instagram de vêtements que je portais, puis j'étais super content. Et le premier message, c'était c'est sûr que lui, c'est un fils. Il y avait une personne qui a mis une photo, quelqu'un en train de brûler des choses avec une combine et tout là. Parce que c'est le message, il faut tous les brûler. Si j'avais un enfant gay, je me pendrais. Tu pourrais manger une crise de volée, crise de tapette. Je te pèterais pas la gueule, moi. Je te tuerais. Moi, la haine, la cyberhomophobie, ça a commencé à Mix 4, à Mixmania. On avait une présence beaucoup plus forte sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était quand j'avais 13 ans ou 14 ans, j'avais posté une vidéo de moi sur TikTok pour dire à mes amis que je me considérais comme une personne non-binaire. La cybertransphobie a commencé quand j'avais 15 ans. Je venais de débuter ma transition. Puis, étant dans l'œil du public, ça donnait un peu les gens se sont donné la permission de nous lancer des commentaires sur notre apparence, sur qui on est, sur comment on se présente. Il y a certaines personnes que je connaissais un peu moins qui étaient là, puis qui disaient des choses comme que c'était pas vrai la non-binarité, que c'était pas quelque chose qui devrait exister parce qu'il y avait juste deux genres, et c'était filles et garçons, et que je devais choisir entre les deux. Chaque jour, il y a des gens qui me disaient que je devrais mourir parce que je suis trans, que je devrais m'enlever la vie, que ça serait beaucoup plus facile pour eux de vivre sans moi dans ce monde. Puis c'est devenu de plus en plus récurrent que des personnes me disaient que ce que je ressentais, c'était pas pour vrai. Je commençais à être en colère envers les personnes, mais aussi envers moi, de pas pouvoir choisir, entre guillemets, ce que je voulais être. Ça m'a pris par surprise. Ça m'a vraiment blessé à un certain point parce que c'est des gens que je connais pas. J'ai abandonné l'idée de partager aussi ouvertement que je le faisais parce que non seulement j'avais peur, mais je me suis remis en question sur mon identité comme si c'était moi le problème. Autant que personne qui a vécu cette violence, je sais que ce genre de commentaires, ça a un impact sur ma santé mentale. Justement, en 2017, là, je me suis dit, OK, là, c'est le moment de prendre une pause, là. J'étais une personne que je gardais tout à l'intérieur. Comme quoi, ouais, je suis capable de gérer. Je veux juste me montrer que je suis comme une personne forte, capable de tenir bon. Je me suis dit, ça y est, je suis plus capable de supporter tout ça. Je me suis beaucoup isolée, puis à cause de toute l'isolation que je vivais, à cause de la pression que je me mettais, j'ai fini par me sentir déprimée, puis à finalement être diagnostiquée avec une dépression sévère quand j'avais 14 ans. Ce qui m'a beaucoup aidé à traverser ça, c'est vraiment de sortir ces commentaires-là de cet écran, de cette vie digitale-là qui est pas la réalité complète, puis de l'amener à des gens qui sont autour de moi, des gens qui me connaissent. Moi, ma nouvelle famille, c'était vraiment mon ex qui était trans aussi. La raison pourquoi j'ai réussi à passer au travers, c'est vraiment à cause de lui. Il était aussi trans, donc on pouvait s'apporter du support toutes les deux. C'est plus que de se dire, un matin, je vais me lever, je suis une fille. C'est pas vraiment ça. C'est vraiment, à l'intérieur, il y a un mal-être. Être trans, c'est pas un choix. Moi, je remercie tout le temps les gens qui me suivent sur mes réseaux. Même s'il y a des commentaires de queerphobie, des insultes de tout genre, quoi. Il y a des gens de mes followers, là, qui vont répondre à cette personne à ma place. J'apprécie vraiment beaucoup, c'est des gens qui prennent ta défense. En vivant l'intimidation en ligne, j'avais de la misère à savoir vers qui me tourner parce que j'avais pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui vivaient avec la transidentité, la non-binarité et tout. Fait que j'ai commencé à essayer d'en parler avec mes parents, essayer d'en parler avec le peu d'amis qui me restaient. J'ai aussi commencé à appeler des centres comme Tel Jeune, J'écoute. Je suis allée parler à des intervenants spécialisés dans ça, à Transistrie. J'essayais de me faire comprendre par des personnes qui pourraient essayer de faire quelque chose pour moi. De pouvoir s'appuyer sur des gens qui sont là pour nous, qui vont pas log off puis passer à autre chose, c'est très, très important parce que c'est sur eux qu'on peut vraiment s'appuyer. Puis moi, ça a été mon support. Tu sais, si je pouvais réellement, sans limite, parler à ces gens-là
c'est cyber homophobe, qui se cachent derrière leur écran. Ben, pour vrai, genre, je rentrerais mon poing à travers l'écran, je les pognerais par le col, puis je leur parlerais dans le casque, parce que c'est ça la lourdeur des mots que vous dites en ligne. C'est difficile à recevoir, puis ça a un poids autant physique que mental. En recevant ces commentaires-là, avec le recul, je pense que j'aurais dû directement les supprimer et bloquer les personnes. Parce que je me rends compte que je revenais sur ces commentaires pour les relire puis voir que si je trouvais que ça avait de l'allure ou pas. Puis à ce moment-là, je trouvais que ça avait de l'allure puis que c'était pas valide ce que je fais. Mais maintenant, je le sais que c'était juste pas simple pour moi de voir ça puis de pas supprimer, de le laisser là puis de laisser les personnes agir comme ils veulent. Je pense que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour gérer les commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, ça serait intelligent de l'implanter dans les réseaux sociaux pour qu'elle puisse contrôler les commentaires de haine. Comme ça, il y en aurait plus. Pour moi, il y a vraiment l'ignorance. Il y a des gens qui sont complètement dans l'ignorance, qui ne savent pas les réalités des gens LGBTQ+. L'information, selon moi, pourrait aider ces gens-là à changer leur discours. Mais de l'autre côté, tu as les gens aussi qui sont au courant et qui prennent la décision consciente d'envoyer de la haine sur Internet, à travers Internet, aux gens. Il faut leur parler. Il faut leur parler, il faut les confronter par rapport à ça. Il faut qu'ils voient la réalité que ça cause, ces mots-là. Parce que quand tu envoies un message en ligne, tu te rends pas compte de ce qui se passe ensuite avec la personne. Tu te rends pas compte de l'impact que ça a sur la personne. J'espère que démontrer à quel point ça affecte les gens dans le reste de leur vie, pas juste un moment dans le temps, mais dans le reste de leur vie, ça va les aider à arrêter puis à prendre d'autres décisions. C'est très important de parler à ses amis, c'est très important de parler à haute voix. Là. C'est très important aussi que ce comportement-là soit aussi rejeté par la société parce que ce soit tu te fais intimider dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Si on voit une personne se faire intimider dans la rue, la réaction qu'on va avoir, qui est normale, ça va être de l'aider, d'intervenir. Pourquoi qu'on le fait pas sur les réseaux sociaux? Pourquoi quand une personne se fait écrire des commentaires du genre « tu devrais mourir », on réagit pas, signaler le commentaire? Ça a l'air de rien, mais la meilleure façon d'engager, c'est de signaler anonymement, puis en espérant que ça aille plus loin ensuite.